là, cette fois, ce n'est plus la musique du grand siècle qu'il s'agit de transmettre, mais la musique grecque, la musique de l'Antiquité. Alors, on rejoint notre première... Ah non, moi je suis à l'ancienne, à la grecque. à la grecque antique. À l'antique. Donc, la transmission de cette musique grecque, on va juste, avec Christophe Corbier, en élaborer les lieux, le public, le discours, toutes ces modalités. Et on va se centrer sur la figure de Charles-Émile Ruel, qui sera peut-être mis aussi en parallèle avec d'autres savants érudits de l'époque. Nous sommes cette fois dans la dernière partie du 19e siècle, plutôt dans les années 70, bien 70. Et c'est effectivement un spécialiste de l'historiographie de la musique grecque qui vient nous parler, c'est Christophe Corbier, dont on connaît les travaux sur les relations effectivement entre les relations transdisciplinaires, musicologie, littérature et philosophique. Il a beaucoup publié sur Maurice Emmanuel, dont il est un spécialiste. Il travaille sur Roland Barthes, sur le rythme de Nietzsche. Donc l'édition critique des notes sur le rythme de Nietzsche est à venir. Il prépare une exposition qui s'annonce passionnante si vous allez dans le sud, à la Villa Kérylos en 2021, à l'été 2021. Et puis en matière de transmission et de Conservatoire de Paris, je voudrais quand même dire que bientôt va paraître un ouvrage dont il est l'un des co-directeurs et qui concerne l'enseignement de Maurice Emmanuel, professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris. Donc cet ouvrage va paraître dans les jours à venir, on l'espère. Voilà. Merci Sylvie, mais bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de liens entre ce que j'ai essayé de vous expliquer, qui est une question gigantesque et que je pourrais traiter vraiment de manière un peu partielle aujourd'hui, et ce que nous a présenté Aurore à l'instant. Donc Charles-Émile Ruel, mais pas seulement Charles-Émile Ruel, le titre que je reconnais que je n'ai pas vraiment choisi, mais enfin bon, qui a été proposé et que j'ai ratifié, comment, à qui, pourquoi transmettre la musique grecque antique. Je voudrais commencer pour évoquer une autre figure de l'histoire de la musique, Jules Combarieu. Donc, je voudrais commencer par rappeler une de ses leçons d'histoire de la musique au Collège de France en 1907, que vous trouverez dans la revue musicale que dirigeait Combarieu alors. Et Combarieu a consacré donc un de ses cours à trois grands historiens de la musique grecque antique en France depuis le milieu du XIXe siècle. Alexandre Joseph Idulphe Vincent, dont Sylvain Perrault nous a évoqué le nom ce matin, Charles-Émile Ruel et Théodore Reinach. Je dis Reinach à la française, Reinhard à l'allemande, mais il était français. Donc de ces trois savants, seul Théodore Reinach, me semble-t-il, a acquis une autorité véritable au-delà du cercle des historiens et des musicologues, tandis que Vincent et Ruel sont tombés dans un oubli relatif, voire à peu près complet, pour une grande partie de la communauté scientifique et au-delà. Alors transmettre la musique grecque, mais d'abord, quelle musique ? Est-ce que c'est d'ailleurs de la musique au sens acquis par ce terme durant l'époque moderne? Vous verrez que la question s'est posée au XIXe siècle. Que transmettre de cette musique, si tant est qu'il s'agisse de musique? Et enfin, à qui transmettre un savoir sur la musique grecque antique et pourquoi surtout le transmettre? À cette batterie de questions, plusieurs historiens ont répondu de manière précise, ou assez précise, et notamment les musicologues hellénistes. François-Auguste Guévart, Louis-Albert Bougot du Coudray, Maurice Emmanuel, Théodore Reinach ont tous développé une théorie ancrée dans le concept d'hellénisme, c'est-à-dire, pour simplifier, la permanence d'un héritage grec dont la musique est devenue, au cours du XIXe siècle, l'un des éléments disponibles grâce à l'archéologie et à l'histoire. C'est une théorie qu'ils ont diffusée largement dans leurs livres, dans les diverses chaires d'enseignement qu'ils ont occupées, au Conservatoire de Bruxelles pour Guévart, au Conservatoire de Paris pour Bougot du Coudray et Emmanuel, au Collège de France pour Théodore Reinach, à l'École des hautes études sociales pour Reinach et Emmanuel, à la Schola Cantorum pour Emmanuel, à l'École normale de musique, et j'en passe, mais également dans les nombreuses contributions qu'ils ont fait paraître pendant plusieurs décennies dans les revues. Cependant, si je reviens à Jules Combarieu en 1907, la musique grecque antique est à sa place à l'université et pas ailleurs. Ce qui soulève d'emblée un débat et un problème de transmission. Et vous remarquerez que Combarieu n'a pas cité les noms de Guévart, Bougot du Coudray et Emmanuel.
Alors il est certain que pour Combarieu, la musique grecque antique est d'abord un objet de science plutôt que le vecteur d'une expérience esthétique. Et le modèle pédagogique pour Combarieu, c'est le système universitaire allemand en priorité. Et d'ailleurs, lorsqu'il avait suivi, il avait observé plutôt le système pédagogique auprès de Hugo Riemann à Leipzig dans les années 1890, il avait pu constater que la musique grecque antique était enseignée, mais dans une perspective, historique. D'ailleurs, son concurrent au Collège de France, qui n'est autre que Maurice Emmanuel, en 1904, l'avait lui aussi constaté dans des rapports conservés aujourd'hui aux Archives nationales et transmis à Théodore Dubois et au ministère de l'Instruction publique à l'époque, donc des rapports sur l'enseignement de l'histoire de la musique dans les universités allemandes et les conservatoires allemands et autrichiens. Et Emmanuel avait constaté que la musique grecque antique faisait partie intégrante de la formation des historiens de la musique ou des musicologues. Et pour lui, l'exemple majeur de cette formation dont les Français devaient s'inspirer et dont il recommande à Théodore Dubois de s'inspirer en particulier pour le Conservatoire de Paris, c'est le cours de Gustav Jakob Stahl à l'université de Strasbourg. Cela étant, dans les pays germaniques, depuis le début du XIXe siècle, la musique grecque antique, enfin ce qu'on va appeler la musique grecque antique, n'était pas l'apanage exclusif des musicologues. Elle faisait partie aussi de la philologie classique, c'est-à-dire la philologie qui s'intéressait à l'Antiquité gréco-latine. Parce que la musique était un élément essentiel du système de la culture grecque. Ainsi, si je prends le plus grand représentant, le prince de la philologie avant Wilamowitz, qui était August Böck, professeur à l'université de Berlin pour la première moitié du XIXe siècle, dans son encyclopédie et méthodologie des sciences philologiques, qui paraît en 1877 de manière posthume, eh bien, on va découvrir 20 pages sur la musique grecque antique qui était intégrée au système des arts de l'Antiquité. Et Böck était précisément, pour les hommes du XIXe siècle, les savants du XIXe siècle, le représentant majeur et le promoteur même d'une philologie totalisante, qui était capable de restaurer toutes les cultures du passé, et en particulier la culture grecque, dans leur intégralité, grâce à la science. Et le modèle qu'il a livré aux musicologues, aux historiens de la musique et aux hellénistes, c'est la grande édition des Épinities de Pindare, qu'il fait paraître entre 1811 et 1821, donc le texte en grec avec tous les commentaires et traductions en latin, et qui devient un ouvrage phare de la philologie du XIXe siècle. Or, dans son commentaire, vous trouverez plusieurs dizaines de pages consacrées à la danse et à la musique grecque antique en latin, puisqu'il s'agissait de restaurer la première Pitique de Pindare dans son intégralité, avec les notations musicales transmises, sans doute de manière apocryphe, de manière à peu près certaine, dans la Musica Universalis de Kircher. Je rappelle enfin que Böck avait collaboré avec Mendelssohn, dont il a été question à l'instant, dans la reconstitution de l'Antigone de Sophocle en 1841 à Potsdam sur des données archéologiques. Alors Sylvie évoquait le nom de Nietzsche. On peut trouver justement dans les cours de rythmique de Nietzsche, dont le titre est un peu trompeur, l'exemple d'un enseignement typique de philologue classique allemand en 1870-71, au moment où Nietzsche conçoit la naissance de la tragédie, justement pour se démarquer de la science philologique et de l'archéologie musicale. On va trouver dans ses cours tout un exposé des théories actuelles en 1870-71 concernant la musique grecque antique, donc les échelles, les anonymes de Bellarmine dont il était question ce matin y figurent, la notation musicale, la théorie rythmique, la théorie harmonique d'Aristoxène de Tarente, etc., etc. Ce qui prouve au passage que Nietzsche avait une connaissance très précise et très scientifique de la musique grecque antique et des questions d'historiographie en son temps. En revanche, en France, donc maintenant je me rapproche de Ruel, la musique grecque antique ne constitue pas encore à cette époque un élément du système d'enseignement. Par exemple, si je me réfère au manuel de philologie de Salomon Reynac, le frère de Théodore et de Joseph, qui paraît en 1880, Salomon Reynac insiste sur la place qu'il faut réserver à la musique grecque dans le système de la philologie et dans l'enseignement des langues anciennes. La même année, en 1880, l'un des grands représentants de la philologie française inspirée par les Allemands, qui s'appelait Alfred Croiset, est contraint d'intégrer la musique et la danse dans son étude sur Pindare et les lois du lyrisme grec, ce qui veut dire que pour la première fois, nous avions une étude de Pindare en français qui intégrait cette question de la musique et qui rappelait qu'une épinicie de Pindare n'était pas seulement un texte à lire, mais une performance. Enfin, entre 1875 et 1880, paraît le grand livre fondamental, la somme même de François-Auguste Gewart, en français, Histoire et théorie de la musique de l'Antiquité, qui est un ouvrage capital qui transfère aux Français la majeure partie du savoir germanique accumulé depuis plusieurs décennies en matière de musique grecque antique. Alors maintenant, qu'en est-il de Charles-Émile Ruel ? Alors lui, il était un acteur, certes oublié, mais important donc, de ce
de cette nouvelle orientation de l'histoire de la musique vers la musique grecque antique. Il a été notamment le contemporain de Gevart, puisqu'il est né en 1833 et il est mort en 1912, ce qui veut dire que dans sa longue carrière, il a pu connaître les travaux de Théodore Reynac, de Bourgault-du-Coudray, de Maurice Emmanuel, et des noms qui sont restés attachés à la musique grecque antique. Il fut le bibliothécaire puis l'administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, ce qui explique ma présence ici, puisque c'est aussi pour cela que j'ai été contacté. Mais il a été également membre, dès 1867, de l'Association pour l'encouragement des études grecques, fondée autour d'un astronome et d'Émile Heger, pour diffuser les connaissances des savants vers la société par le biais de la science et de l'instruction. Et dans cette société savante, qui va jouer un rôle fondamental, puisqu'elle va éditer ensuite la revue des études grecques à la fin du XIXe siècle, à partir de 1888, Ruel apparaît à ce moment comme le spécialiste de la musique grecque antique parmi ses confrères. Alors, comme son maître Alexandre Joseph Idulphe Vincent, dont il avait acheté certains manuscrits qui sont conservés aujourd'hui à Sainte-Geneviève, eh bien, Ruel est d'abord un philologue qui a travaillé en plus dans différents champs disciplinaires. Et la musique grecque antique en était l'un des principaux, mais n'était pas le seul. Alors, je vais rappeler l'hommage que lui rend en 1913 l'archéologue Paul Monceau, qui était président de l'Association des études grecques à cette date, et qui présente donc Ruel ainsi. Il a été la bibliographie incarnée. Ce qui l'attirait dans l'hellénisme, c'est précisément ce qui nous épouvante un peu, nous autres, simples archéologues. Les compilations de basse époque, les oracles et les songes, les traités abstrus sur la musique, les lapidaires ou la cryptographie, les sciences occultes, les grimoires des alchimistes, des astrologues et des sorciers. Rappelons seulement ici sa grande collection des auteurs grecs relatifs à la musique et sa collection des anciens alchimistes grecs, cette dernière en collaboration avec Marcellin Berthelot, le célèbre chimiste. Et donc, Monceau conclut en rappelant que Ruel a été un travailleur acharné dont les travaux ont reçu un certain écho en Allemagne. Donc il n'était pas proprement parlé un musicologue, même si le terme, évidemment, en 1870 n'existe pas encore, ni un historien de la musique, mais d'abord, comme je vous l'ai dit, un philologue. Et pour Ruel, de manière très banale pour nous aujourd'hui, la tâche principale du philologue, c'est de mettre à disposition d'un lectorat désireux de s'instruire les textes des musicographes grecs en particulier. Donc tout son travail est orienté vers l'édition et surtout la traduction des écrits musicographiques grecs. Par là, Ruel pense réaliser le vœu qu'il formulait dès 1858, en se réclamant d'Alexandre Vincent, dans la revue archéologique, c'est-à-dire donner à la musique grecque antique, et plus généralement à l'histoire de la musique, une place dans les études musicales. Alors il faut dire que dans les années 1860 et 1870, l'édition et surtout la traduction des textes grecs relatifs à la musique était encore très lacunaire en France, contrairement à ce qui se passait en Allemagne depuis le début du XIXe siècle. Alors certes, les recherches de Fétis, de Lafage, d'Alexandre Vincent lui-même, les recherches plus anciennes de Perne et de Villotto, plus anciennes encore de Rousseau, de l'abbé Barthélemy et de Laborde, témoignaient donc d'une tradition d'études en France et en français sur la musique grecque antique. Une tradition qui s'est maintenue ne serait-ce que par la réédition constante du Voyage du jeune Anacharsis, dont je vous rappelle qu'il contient deux très longs exposés, deux très longues dissertations exposées sur la musique grecque antique de manière très théorique et très technique. Donc cet ouvrage étant évidemment largement réédité, constamment réédité au XIXe siècle. Mais pour les principales éditions des textes grecs, en français, il fallait remonter à Burette, donc au début du XVIIIe siècle, dans les 1730, pour le traité sur la musique de Plutarque, et au-delà, à l'édition, alors non pas en français, mais de l'édition de Meybaum, qui restait l'édition de référence, mais qui était pourvue d'une traduction en latin. Donc l'ambition de Ruel, c'est de prendre le relais des philologues allemands en particulier, alors je ne vais pas tous vous les citer, mais qui étaient très actifs dans l'édition de textes grecs, donc des écrits consacrés à la musique, et de proposer d'abord en français une nouvelle traduction, enfin une traduction même, des éléments rythmiques et des éléments harmoniques d'Aristoxène de Tarente. Il achève sa tâche, qui va l'occuper pendant apparemment une bonne dizaine d'années, jusqu'en 1870, avec la parution donc, de la traduction des éléments harmoniques. Malheureusement, son maître Alexandre Vincent est décédé en 1868 et il n'a pas pu voir le résultat de ce travail, mais Ruel lui dédie donc cette édition en 1870. Alors de manière là encore très classique, il fait un travail d'édition en suivant les méthodes canoniques de la philologie. Donc il collationne 7 manuscrits d'Aristoxène, il établit le texte, et bien entendu en grec, et il propose une traduction française sans texte grec.
Alors, comme nous en parlions, je crois, hier avec Sylvain, cette édition mentionne également un 8e manuscrit des éléments harmoniques qui avait été indiqué à Ruel au printemps 1870, mais qui était conservé à la bibliothèque du séminaire protestant de Strasbourg et qui a disparu, enfin qui était détruit par l'incendie de cette bibliothèque lors de la guerre franco-prussienne le 24 août 1870. Donc on a un témoignage indirect par Ruel de l'existence et dans une certaine mesure du contenu de ce manuscrit. Dans les années qui suivent, Ruel continue ses recherches. Donc là, je vais vous exposer un peu son travail, on va venir aux limites de ses recherches. Donc il poursuit ses recherches grâce à 2 missions officielles en Espagne, à la Bibliothèque de Madrid et à l'Escurial en 1871, puis à Madrid et à Tolède en 1873. Là encore, il y consulte les manuscrits musicaux qui y sont conservés, et il complète sa collation des manuscrits, des éléments harmoniques et des éléments rythmiques d'Aristoxène de Tarente. Il publie ensuite un très long rapport avec un catalogue détaillé des manuscrits musicaux dans les archives des missions scientifiques et littéraires en 1875, et il marche sur les traces de Vincent, qui lui-même avait édité, parallèlement à Berlin-Hermann, les traités parisiens anonymes, en 1847. Dans les années suivantes, Ruel poursuit là de nouveau ses travaux en diffusant le résultat de ses recherches, d'abord dans les revues savantes. L'annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques, qui deviendra ensuite, comme je vous l'ai dit, la Revue des études grecques en 1888, la Revue archéologique, le Journal des savants, et également on peut trouver ses contributions dans les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Pour lui, il est évident que la musique grecque antique est avant tout une affaire de science et d'érudition. Par ailleurs, ses missions en Espagne lui ont fourni les informations nécessaires à la réalisation de son projet majeur, la collection des auteurs grecs relatifs à la musique. Et c'est un projet qui va l'occuper pendant près de 20 ans, de 1881 à 1898. Donc Ruel va publier en français les traductions donc, du manuel d'harmonique de Nicomaque de Gerasa, de Géras, si on le dit à la française, en 1881, l'introduction harmonique de Cléonide et la division du canon d'Euclide en 1884, les problèmes musicaux d'Aristote en 1891. Alors je cite le titre, Alypius, donc Alypios pour nous, Alypius et Gaudence, Bacchus l'Ancien en 1895, et Contre les musiciens de Sextus Empiricus en 1898. Donc avec l'édition d'Aristoxène de Tarente de 1871, là vous avez la collection des auteurs grecs relatifs à la musique dont s'est chargé Ruel. Et j'ajouterais, même si le texte n'en fait pas partie, une traduction de la poétique et de la rhétorique d'Aristote parue en 1883. Donc ça nous donne une idée de l'activité intense du traducteur, mais également de son intérêt pour des textes qui sont, disons, paramusicaux, mais dans lesquels la musique, évidemment, est un élément important. Donc en 1898, je laisse de côté les nombreuses contributions dans les revues savantes. Donc en 1898, le gros projet de Ruel est achevé. Le problème que rencontre Ruel, cependant, est la publication, parallèlement, de nouvelles éditions de référence des textes grecs dans les années 1890. Alors tout d'abord, l'édition de Carl von Jahn, Musici Scriptores Graeci, qui paraît en 1895 et qui s'impose comme l'édition de référence pour les historiens de la musique. Ensuite, le traité de Plutarque, pseudo-Plutarque ou Plutarque, sur la musique par Théodore Reynac et Henri Weil en 1900, qui devient là encore un ouvrage de référence. Et enfin, Gewart édite en 1903 les problèmes musicaux d'Aristote, et son édition reçoit vraiment un éloge très chaleureux de Reynac, qui était lui-même l'auteur d'une traduction commentée des problèmes musicaux d'Aristote dans la Revue des études grecques en 1892. Donc vous voyez, le travail de Ruel n'est pas du tout isolé, mais au contraire, petit à petit, il va être éclipsé par ces ouvrages qui vont devenir chacun des ouvrages de référence. Par ailleurs, Ruel pâtit des critiques de Théodore Reynac, qui s'affirme vraiment à l'époque comme le spécialiste français de la musique grecque antique. Et Reynac, en particulier, attaque de manière très acerbe en 1896 dans la Revue des études grecques l'édition de Alypius, Gaudence, Bacchus l'Ancien de Ruel, où il relève vraiment à la manière du maître d'école, un peu un Beckmesser, les contresens, les erreurs sur le texte grec, les erreurs dans les notes de bas de page. Enfin, il fait une leçon de musique grecque à Ruel, qui en fait a pour conséquence sans doute aussi de disqualifier un petit peu le travail de Ruel. Donc vous voyez que tout ce travail qui était novateur dans les années 1870 va peu à peu être périmé ou du moins concurrencé par des ouvrages fondamentaux qui paraissent au même moment. Alors une autre différence de taille entre Ruel et Reynac d'un côté et Reynac et Gewart de l'autre, c'est l'organisation
de concerts-conférences entre 1894 et 1897, au cours desquels Reinach et Gewart présentent à un public un peu plus large que le public savant, donc les vestiges de musique grecque qui viennent d'être mis au jour, et assurent une diffusion de cette manière beaucoup plus large à leurs travaux. Pourtant, le nom de Ruel est associé dans l'archéologie musicale à une découverte archéologique majeure. C'est le fragment du papyrus musical de l'Oreste d'Euripide que Sylvain vous a présenté ce matin en photo, et dont Ruel rend compte dès 1892, donc le fragment était trouvé en 1890, et Ruel en rend compte dès 1892 dans la revue des études grecques. Ruel a traduit et commenté une communication du philologue viennois qui est l'origine de cette découverte, Karl Wessely, qui avait découvert ce fragment de papyrus donc dans les collections de l'archiduc Rainer à Vienne. Et ce papyrus donc, date de la fin du IIIe siècle avant notre ère. Alors d'une certaine manière, il s'agit d'une découverte qui pourrait être tout aussi importante que les hymnes delphiques qui vont être diffusés à partir de 1894. Alors non pas forcément en termes de taille, de dimension du morceau, enfin en musique grecque, je mets des guillemets évidemment à cette expression, mais parce qu'il s'agit du plus ancien vestige à l'époque de musique associée à la tragédie et à Euripide. Alors on peut s'interroger sur cette, disons, cet oubli de Ruel et de cette découverte, ça s'oublie relatif bien entendu, mais surtout cette éclipse du nom de Ruel. Alors une des possibilités ou une des hypothèses pour expliquer cette relative éclipse, c'est l'interprétation de ces notations musicales et la présence de micro-intervalles, de ces quarts de ton, qui posent un problème à Ruel. Et on voit ici comment Ruel va anticiper sur les propres travaux et surtout les propres interprétations de Théodore Reinach 2 ans plus tard, par une hypothèse de lecture des notations musicales. D'un côté, Karl Wessely, donc le philologue viennois, interprète cette notation de manière à reconstituer une échelle composée d'un tétracorde en harmonique, c'est-à-dire avec des micro-intervalles, avec des quarts de ton, et d'un tétracorde chromatique. Au contraire, Ruel suggère dans une note de lire cette échelle comme la combinaison d'un tétracorde chromatique et d'un tétracorde diatonique, c'est-à-dire d'enlever les micro-intervalles. Et cette opération lui permet d'intégrer beaucoup plus facilement le fragment d'Oreste au système harmonique occidental et de lui donner un air plus familier. Mais il se contente de cette note en bas de page et il n'exploite apparemment pas du tout, disons de manière un peu plus large, cette intégration, cette assimilation de la musique grecque antique au système harmonique occidental. Ce qui est certain, donc, comme je viens de vous le dire, c'est qu'il n'assure pas de publicité très importante ni très large à cette découverte. Cette découverte, là encore, d'après ce qu'on peut interpréter, est destinée d'abord à la communauté des philologues. Cela ne signifie pas que Ruel ait été totalement indifférent à ce qui se passait en matière de diffusion de la musique grecque antique à partir des années 1870. Au contraire, il a même contribué pendant quelques années à diffuser, à faire partager à un public un peu plus large les découvertes et les mises au jour de vestiges musicaux dans les pages de la revue et gazette musicale de Paris, dont il devient l'un des collaborateurs attitrés, à partir de 1875. Et on voit qu'il a été tenté à un moment donné de jouer le rôle de passeur de cette musique grecque qu'il s'agit maintenant de définir un peu plus précisément par ses compétences d'helléniste, donc qui s'adressait à un public, disons, professionnel ou amateur, formant le lectorat de la revue et gazette musicale de Paris. Alors, dès 1875, dans cette revue, il rend compte du grand livre dont j'ai parlé tout à l'heure, de François-Auguste Gewart, de manière très élogieuse. Et à partir de cette date, il devient donc le spécialiste de la musique grecque antique dans cette revue. Ainsi, en 1876, il se fait l'écho d'un opuscule de l'archimandrite Terianos. Et là, il ne s'agit plus seulement de musique grecque antique, mais de musique byzantine. Il traduit de longs passages de cet opuscule qui est destiné à prouver que la musique grecque antique est l'ancêtre de la musique byzantine, laquelle a été transmise à l'Europe au début du Moyen-Âge par le biais de la notation musicale. Terianos se réclame de l'autorité de deux savants, Gewart et Rudolf Westphal, qui était le collaborateur germanique de Gewart. Et on voit surtout apparaître ici l'idéologie de l'hellénisme qui, à ce moment-là, est en pleine expansion en France, non seulement dans les revues savantes, mais même dans la presse
la presse quotidienne, puisque les hellénistes, dans les combats que mène l'État grec à cette époque, c'est le moment donc du congrès de Berlin, diffusent une nouvelle définition de l'hellénisme qui n'est plus seulement la science de l'Antiquité, enfin c'est un peu l'équivalent, mais l'idée d'une expansion de la culture à la fois géographiquement, donc dans l'espace égéen, et également dans le temps, donc jusqu'à l'Europe occidentale. Et on voit apparaître une thèse qu'on peut appeler hellénocentriste, c'est un néologisme, enfin, on peut l'employer dans ce contexte, qui est malgré tout discutée par Ruel. Mais pour lui, les nouveaux travaux, en particulier ceux de Terianos et ceux de Bourgault du Coudray, dont je vais parler dans un instant, accréditent une nouvelle théorie qui s'oppose à celle de Fétis, qui va être à ce moment-là reléguée. C'est que l'origine de la musique occidentale est grecque et qu'il ne faut pas chercher les origines de la musique en Orient ni en Asie, contrairement à ce qu'avait écrit Fétis dans son Histoire générale de la musique, qui était publiée à la même époque, enfin au début des années 1870. C'est ainsi qu'en 1877, toujours dans la Revue et Gazette musicale de Paris, Ruel publie un autre article intitulé « La musique populaire dans l'Orient grec ». Et vous voyez qu'il s'éloigne peu à peu donc, de la musique grecque antique. Cette fois, il rencontre des ouvrages très récents, de 1877, de Bourgault du Coudray. Et pour Ruel, c'est la première enquête, enfin l'enquête musicale ethnographique de Bourgault du Coudray sur les chants traditionnels du bassin égéen apporte des lumières nouvelles sur tous les problèmes qu'avait soulevé l'archimandrite en 1876. Il faut dire que Ruel était très intéressé par la mission de Bourgault du Coudray et qu'il l'avait même déjà préparé, puisqu'il nous apprend que Bourgault du Coudray était entré en relation avec lui en 1874, au retour de sa première mission. Puisqu'en fait, Bourgault du Coudray fait 2 missions, en 1974 et en 1975. Donc il y a eu un premier échange avec Ruel, et Ruel lui donne à ce moment-là les notices des manuscrits d'Alexandre Vincent. Mais Bourgault du Coudray va totalement laisser de côté cette tradition philologique et va s'intéresser davantage aux travaux de Guévart. Et de retour en France, Bourgault du Coudray, comme le rappelle Ruel, expose le résultat de ses recherches novatrices sur les musiques traditionnelles dans l'espace hellénique, ou dans l'hellénisme, si je prends le terme au sens grec. Il les expose d'abord auprès des philologues de l'Association pour l'encouragement des études grecques, mais également il va les exposer auprès d'un public beaucoup plus large, selon le vœu que formule Ruel en 1877, c'est-à-dire harmoniser les vestiges de musique grecque antique, comme Bourgault du Coudray l'avait fait pour les musiques traditionnelles de Grèce et d'Orient, donc de Smyrne, de Constantinople et d'Athènes, pour les diffuser et les acclimater à l'écoute d'un public parisien en l'occurrence. Puisque ce que fait Bourgault du Coudray, c'est précisément l'harmonisation d'une pièce de musique grecque antique qu'il fait écouter le 7 septembre 1878 dans le cadre de sa célèbre conférence sur la modalité dans la musique grecque, qui était donnée dans la musique grecque, entendez bien, pas grec antique, donnée dans le cadre de l'exposition universelle de Paris au Trocadéro. Alors, ce qu'il fait entendre, c'est le fragment apocryphe de la première Pythique de Pindare, qui aujourd'hui donc n'est pas considéré comme une pièce de musique, enfin disons, un vestige antique, mais il l'a fait entendre dans une version polyphonique. Bourgault du Coudray était chef de chœur, il avait une société Bourgault du Coudray, il interprétait la musique du XVIe et XVIIe siècle, et il fait une version polyphonique avec un beau canon et accompagnement de piano, donc une version pour 4 voix, soprano, alto, ténor et basse. En présence de Gounod, d'Émile Burnouf, l'ancien directeur de l'école française d'Athènes, avec lequel il avait noué des relations d'amitié, Alexandre Guillemant, Lémens, Victorien Joncière, Ravesson, et Charles-Émile Ruel en personne, qui était assesseur lors de cette séance de musique. Ruel n'a pas dit mot de cette hérésie. Il a peut-être même applaudi les comparaisons que faisait Bourgault du Coudray devant son public enthousiaste entre le mode, je mets des guillemets, hippodorien de la Pythique de Pindare, l'air du roi de Thuée dans le Faust de Gounod et les noces de Prométhée de Saint-Saëns. Voilà. Alors, bien entendu, ça peut nous faire sourire, mais bon, ce n'est pas le but. Il faut plutôt s'interroger sur, premièrement, la situation singulière de Charles-Émile Ruel, philologue qui écoute cette version de la première Pythique de Pindare harmonisée par Bourgault du Coudray, et plus généralement, au-delà, le problème de la place de la musique grecque antique dans le système d'enseignement et le problème de sa transmission à la fin du XIXe siècle. Et on peut prendre comme contre-modèle de Ruel, précisément, Louis-Albert Bourgault du Coudray en 1878.
D'un côté, nous avons un philologue qui reste attaché toute sa vie à sa fonction de bibliothécaire à Sainte-Geneviève et qui est avant tout préoccupé par l'édition et la traduction de textes grecs. D'un autre côté, nous avons un compositeur, prix de Rome en 1862, qui est chargé en 1878 du cours d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris, chaire qui va lui permettre de diffuser très largement, au-delà de la communauté scientifique, donc ces théories et de chercher à leur donner une application pratique avec ses étudiants compositeurs. Alors il s'est beaucoup plaint, au témoignage de Maurice Emmanuel, qu'il a souvent rappelé dans sa correspondance, de l'inconfort de cette position institutionnelle au Conservatoire de Paris dès 1878, c'est-à-dire enseigner une discipline d'érudition, et en particulier les principes de la musique grecque, à des praticiens, des compositeurs, ou plus tard des interprètes qui s'y intéressent peu. Mais il a l'occasion, à partir de 1878, de transmettre autrement la musique grecque antique en livrant les principes aux compositeurs. Et c'est une véritable innovation au Conservatoire de Paris. Donc je fais le lien avec la communication précédente, puisque les premiers cours d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris ont été confiés d'abord en 1871 à Auguste Barbereau, puis de 72 à 78 à Eugène Gauthier, qui était un critique musical. Et dans les deux cas, il n'est pas question d'enseigner la musique grecque antique. Il n'y a aucune allusion, bien entendu, à la philologie germanique, ni aux travaux de Ruel ou de Vincent. Or, d'après l'intitulé acté par Ambroise Thomas en 1871, il s'agit bien d'enseigner l'histoire de la musique depuis les temps les plus reculés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les temps reculés ? Il faut choisir une origine. Est-ce que c'est l'origine asiatique, indienne, aryenne, pour reprendre la théorie de l'époque ? C'est ce que défend Fétis, ou est-ce que c'est la Grèce ? Donc déjà, il y a un choix qui est évidemment capital. Alors ce choix, apparemment, d'après ce que j'ai compris, n'a pas été, n'a pas préoccupé plus que ça Auguste Barbereau, qui était un honnête compositeur et un théoricien, qui avait rédigé un mémoire sur l'harmonie, mais dans une perspective tout à fait ramiste. Donc dans ces conditions, la musique grecque antique intervient à propos des discussions sur le pythagorisme, sur les intervalles, mais elle n'intervient pas en tant qu'objet historique. Donc tout change avec Bourgault du Coudray, qui va l'intégrer dans une vision historique héritée à la fois de Guévart et de Fétis. Et c'est ce qu'on voit se confirmer dès les premières années au Conservatoire de Paris. Et pourquoi transmettre cette musique grecque antique ? Parce que la question est là. Pourquoi Bourgault du Coudray cherche-t-il absolument à la transmettre ? Eh bien parce qu'il s'agit pour lui d'un patrimoine et d'un héritage indo-européen qui est apte à renouveler la langue musicale en Europe et en France. Donc évidemment, il y a l'idée d'une décadence ou d'une sclérose de la langue musicale qui va être régénérée, alors le thème est évidemment très fin de siècle, régénérée par les principes rythmiques et harmoniques, entre guillemets, c'est-à-dire la modalité principalement, dont les Européens peuvent retrouver les techniques grâce à la science. Donc dans la théorie de Bourgault du Coudray, la musique grecque antique n'est pas seulement un objet étrange ou un objet de science qui est très éloigné des modernes. On peut en prendre des techniques, l'acclimater à l'oreille des contemporains pour en favoriser une autre transmission et la faire passer du cabinet du savant vers le public des concerts par l'intermédiaire du compositeur. Donc il y a une véritable appropriation de la musique grecque en général et de la musique grecque antique en particulier, qui sera bien entendu contestée beaucoup plus tard, à partir des années 1930, par les ethnomusicologues. Le projet de Bourgault du Coudray, du reste, n'est pas totalement inédit. Et je voudrais terminer par là, ni totalement original. Je voudrais revenir un instant au maître de Ruel, qui est donc Alexandre-Joseph Idulphe Vincent, qui avait lui-même caressé l'idée de transmettre via le compositeur les principes de la musique grecque antique à un public ignorant de l'Antiquité, ou à peu près ignorant de l'Antiquité dans ce domaine. Je rappelle qu'en 1848-49, il a collaboré avec Fromental Halévy pour restaurer les quarts de ton du genre en harmonique dans une cantate, on peut dire mornée, qui s'appelait Prométhée, inspirée par Échille, et dont le livret était dû au frère de Fromental Halévy, Léon Halévy. Cette cantate a été créée en mars 1849, le 25 mars, au concert du Conservatoire, mais elle n'a rencontré aucun succès. Cependant, Halévy avait introduit au violon, aux cordes, le genre en harmonique dans des quarts de ton. Et si vous consultez la partition qui a été éditée, donc on voit qu'il avait inventé même une notation des bémols double barrés pour signifier cette pratique du genre en harmonique, donc avec quart de ton. C'est-à-dire on divise un demi-ton en deux tons. Alors, on a un témoignage de Berlioz qui a assisté au concert, qui est tout à fait intéressant, dans la revue et Gazette musicale de Paris, toujours. Il en fait un compte-rendu très plaisant, très ethnocentriste, pour nous qui le lisons aujourd'hui, puisqu'il se demande jusqu'à quel point la musique grecque antique, avec tous ses gémissements,
c'est de la musique. Voilà, c'est jusqu'à quel point c'est de la musique. Donc j'ai commencé par là, et effectivement disons, la cantate n'a aucune descendance, aucune filiation, et je pense même que dans l'œuvre d'Halévy, enfin, c'est juste un titre qu'on ne consulte pas. Je termine avec Théodore Reynac, qui de même en 1894 a fait appel à Gabriel Fauré pour harmoniser l'hymne delphique, puis à Léon Boelmann pour harmoniser le second hymne delphique en 1897. Avec force retouche et puis un accompagnement bien, disons, bien ancien, si je puis dire, dans les connotations. Et l'idée de Reynac, c'est qu'elle est assez simple, c'est il suffit d'expliquer le solfège, l'harmonie et le rythme des Grecs pour les faire revivre et pour les rendre accessibles au public, puisque finalement, entre Tristan et Isolde et l'hymne delphique, ce sont les mêmes principes. Hein. C'est la comparaison que Reynac fait dans une conférence introductive à l'écoute de cet hymne en 1894. Autrement dit, on peut transmettre un héritage musical grec et au-delà un héritage grec dont la valeur incommensurable va s'imposer aux contemporains. Vous voyez qu'entre Vincent Halévy et Reynac-Fauré, nous trouvons Charles-Émile Ruel avec Bourgault du Coudray, et cette éclipse du nom de Ruel à côté de celui de Bourgault du Coudray, et finalement une entreprise beaucoup plus modeste, celle d'un philologue patient, pour qui transmettre la musique grecque antique, ou la musique grecque, c'est d'abord une tâche qui relève de la science désintéressée. Alors je mets des guillemets autour du terme désintéressé. En tout cas, cette musique n'est pas reliée explicitement dans ses écrits à un système général d'interprétation qui en ferait un élément essentiel de la civilisation occidentale. On ne va pas trouver la thèse majeure de l'hellénisme de manière explicite dans ses écrits. On a plutôt affaire à un praticien qui privilégie une philologie vraiment positiviste, très prudente, sans visée philosophique ou esthétique clairement affichée, bien loin de l'histoire philosophique de Renan, de Taine, de Fétis, qu'on va retrouver, dont on va trouver des échos chez Bourgault du Coudray, par exemple. Donc Ruel est avant tout un helléniste, un éditeur, un traducteur, qui n'a trouvé ni son Gabriel Fauré, ni même son Fromental Halévy. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Christophe Corbier pour cette étude aussi précise qu'érudite. Merci d'avoir fait le lien avec ce qui précédait, puisque effectivement, oui, Fauré et Boelmann, on les retrouve dans les hymnes delphiques, mais je pense que tout ça, ça interroge aussi l'imaginaire antique qu'on a pu avoir à cette époque-là. Fauré voulait faire comme Saint-Saëns, et là le nom de Saint-Saëns n'a pas été cité, mais les quarts de ton, Saint-Saëns y avait pensé aussi, et c'est peut-être pas étranger au fait qu'il soit si inspiré par l'Orient et quelque part aussi par l'Antiquité. C'est un autre débat.